Une carte de crédit d'un milliardaire chic a été refusée. Mais ce que la fille de la femme de ménage fit en voyant cela surprit tout le monde. Le chic était un homme d'une richesse incontestable. Son nom se murmurait dans les salles de réunion de Paris à Tokyo. Pourtant, une nuit ordinaire, sous les lumières vrombissantes d'une épicerie de quartier, tout changea. Refusée, la machine clignota, et la pièce tomba dans un silence soudain. Un homme derrière lui murmura « Problème ?» pendant qu'un adolescent ricana, habillé comme un roi, mais incapable d'acheter une bouteille d'eau. Et puis une petite voix perça l'air. « Je peux payer pour ça. » Ce moment, si petit, presque risible, allait déclencher une chaîne d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Il ne s'agissait pas de richesse, de pouvoir ou même de fierté. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Et ce qui commença comme un moment d'humiliation dans cette épicerie poussiéreuse allait se dérouler de façon inattendue. Voici l'histoire de la façon dont une fille, avec rien d'autre qu'un porte-monnaie en cuir ancien et sa croyance en la bonté, changea la vie d'un homme qui pensait avoir tout. Juste avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, revenons à l'histoire. Profitez-en. Son monde était bâti sur l'or, mais à ce moment-là, tout ce qu'il voyait était rouge. Le chic, un homme capable d'acheter des royaumes, resta figé alors que la machine le déclarait indigne. Une petite fille aux cheveux comme de la lumière tissée le regardait, sa main serrant un porte-monnaie en cuir usé. Les lumières fluorescentes stériles de l'épicerie bourdonnaient, un son monotone dans le silence soudain et vif. Théodore Aljan, un nom qui résonnait dans les salles de réunion de Paris, Tokyo et New York, fixait le lecteur de cartes. Le mot « refusé » brillait d'un rouge éclatant, une couleur qu'il voyait habituellement seulement à l'intérieur en velours de ses voitures sur mesure. Un homme derrière lui, ses bottes de travail usées et tachées de terre, bougea légèrement. « Problème ?» demanda-t-il, sa voix rude. Théodore ne se retourna pas immédiatement. Il avait l'habitude que l'on lui parle avec une certaine révérence, un respect feutré. Le ton de cet homme était plat, impatient, ordinaire. Et c'était là le problème. Théodore n'était pas un homme ordinaire. Il sortit une autre carte de son portefeuille. Celle-ci, un rectangle métallique noir élégant, réservé aux achats pouvant financer une petite nation. Il la posa sur le lecteur d'un geste du poignet. Refusé. La caissière, une jeune femme portant un badge avec le nom Binda, mâchait sa lèvre inférieure. « Monsieur, je peux réessayer. »« N'y perdez pas votre temps, » grogna Théodore, la voix basse. L'accent, un mélange fluide d'anglais oxfordien et d'arabe doux, commandait habituellement l'attention. Ici, il ne faisait que le rendre plus spectaculaire. Un adolescent plus loin dans la file ricana. Mec, habillé comme un roi, incapable d'acheter une bouteille d'eau. Son ami ajouta « Peut-être que ces chameaux dehors ont mangé son argent. » Le rire, bien que faible, fut ressenti comme un coup physique. Les épaules de Théodore, habituellement raides, se tendirent. Il portait un costume sur mesure. Le tissu, un murmure de soie et de laine, coûtant plus que tout l'inventaire de cette petite épicerie triste. À son poignet, une montre marquait le temps avec la précision d'un mètre suisse. Son cadran, une constellation de petits diamants. Il incarnait la richesse, le pouvoir, une vie vécue au-delà de la portée des hommes ordinaires. Et il ne pouvait même pas acheter une simple bouteille d'eau. « Je peux payer pour ça. » La voix était petite, aiguë et incroyablement claire dans cette atmosphère chargée. Théodore tourna la tête, ses yeux s'ajustant lentement à la source du son. Une petite fille, pas plus de 10 ans, se tenait à côté de lui,
Ses cheveux étaient une cascade de boucles blondes en désordre, et ses yeux, couleur d'un ciel d'été, le fixaient avec une intensité surprenante. Elle était petite, avec des genoux écorchés et un t-shirt fané, probablement usé par le temps. Dans sa main tendue, elle tenait un porte-monnaie en cuir brun usé, le type de portefeuille qu'un homme pourrait porter, marqué par l'âge et assoupli par des années d'usage. Théodore la regarda, puis le portefeuille, une étincelle de quelque chose d'inconnu, peut-être de la confusion, traversa ses yeux sombres. « Je n'ai pas besoin de ton argent, enfant. »« Mais tes cartes ne fonctionnent pas, » dit-elle, sa logique simple et incontestable. « Et tu as l'air assoiffé. » Elle poussa le portefeuille vers lui. « Ma mère dit qu'il faut toujours aider quelqu'un qui en a besoin. C'est ce que font les héros. » Une femme au fond de la file leva les yeux au ciel. « Oh, pour l'amour du ciel! Maintenant les enfants essaient de sauver le riche. C'est mieux que la télévision. » La caissière, Binda, semblait vouloir disparaître. « Monsieur, vous voulez l'eau ou pas ?» Théodore sentit un muscle de sa mâchoire se tendre. Il aurait dû partir. Il aurait dû sortir de l'épicerie, remonter dans sa limousine et oublier que cela s'était produit. Mais il ne pouvait pas. Le regard inébranlable de la fille le retenait captif. Il n'y avait ni pitié ni jugement dans ses yeux. Juste une offre simple et sincère. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Abélie » répondit-elle. « Mais ma mère m'appelle Abby. »« Eh bien, Abby, » dit-il, en se baissant à son niveau, le tissu coûteux de son costume se froissant. « C'est une offre très gentille, mais je t'assure, je peux me permettre l'eau. »« Alors, pourquoi la machine dit non ?» demanda-t-elle, le front froncé par une confusion sincère. Avant que Théodore ne puisse répondre, une voix de femme perça l'air. « Abélie, te voilà. Je t'avais dit d'attendre près des magazines. » Une femme en uniforme de bonne simple et propre se précipita vers eux. Son visage était marqué par l'inquiétude, ses mains tordant un coin de son tablier. Elle regarda Théodore, ses yeux s'écarquillant devant son costume coûteux et l'air d'autorité qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Puis elle tourna les yeux vers sa fille et le porte-monnaie dans sa main. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Elle ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, » répondit Théodore, son regard toujours fixé sur Abélie. « Votre fille m'offrait juste son aide seule. » La femme, Sophie, rougit. « Abby, range ça, c'est le portefeuille de ton arrière-grand-père. Tu sais que tu n'es pas censé le sortir. » Abby serra le portefeuille contre sa poitrine. « Mais il est un héros, maman, et il aurait aidé. » Sophie regarda Théodore puis sa fille, une expression mêlée de gêne et de fierté. « Je suis désolée, monsieur. C'est mon grand-père. C'était un soldat, un vétéran de guerre. Il nous a appris à toujours veiller les uns sur les autres. » Théodore se redressa, sa grande taille semblant remplir l'espace restreint. Il regarda la mère, ses chaussures usées et ses yeux fatigués. Puis la fille, avec sa loyauté farouche et sa croyance simple et inébranlable en la bonne action. Toute sa vie, il avait été entouré de gens, assistants, conseillers et gardes du corps. Mais à ce moment précis, dans cette épicerie bon marché, lumineuse et criarde, il ressentit une solitude si profonde qu'elle lui coupa presque le souffle. Il glissa la main dans sa poche et sortit un clip à billets en détachant un billet de $100 tout neuf. Il le tendit à Binda. « Pour l'eau, » dit-il d'une voix ferme. « Et pour tous les autres dans la file. Peu importe ce qu'ils achètent, c'est pour moi. » Un murmure de surprise parcourut la file. L'adolescent qui s'était moqué de lui le regardait maintenant, les yeux écarquillés. Binda prit l'argent, la main légèrement tremblante. Théodore se tourna ensuite vers Abélie.
Il se pencha de nouveau, ses yeux croisant les siens. « Ton arrière-grand-père était un homme sage, dit-il. Et toi, petite, tu es une digne héritière de son héritage. » Il se redressa, hocha légèrement la tête à Sophie et sortit de l'épicerie sans un mot de plus. La limousine, longue ombre noire contre le soleil couchant, l'attendait au bord du trottoir. En s'installant dans les sièges en cuir moelleux, il pouvait encore sentir le poids du regard de la petite fille, un regard qui ne voyait pas un milliardaire chic, mais simplement un homme assoiffé. Et dans ce simple acte de regard, elle lui avait montré un monde qu'il avait longtemps oublié, un monde où la bonté était une monnaie plus précieuse que l'or. Il était venu dans ce village oublié pour finaliser un accord commercial, une acquisition de plusieurs milliards qui ajouterait un joyau de plus à sa couronne déjà lourde. Mais alors que la limousine s'éloignait du trottoir, laissant derrière elle l'épicerie et la petite fille blonde, Théodore eut le sentiment que la transaction la plus significative de sa vie venait de se produire et qu'elle ne lui avait rien coûté. La voiture avançait avec une grâce électrique silencieuse, l'isolant du monde extérieur. Son chauffeur, un homme stoïque nommé François, gardait les yeux sur la route, sans témoigner de la scène qui venait de se dérouler. Le téléphone de Théodore vibra sur le siège à côté de lui. C'était son chef de cabinet, Mark Thorne, un homme dont l'existence entière était consacrée à assurer que le monde de Théodore fonctionne sans heurts. « Monsieur », la voix de Mark était nette et efficace. « Le problème avec vos cartes a été résolu. Un signal de sécurité a été déclenché par l'emplacement inhabituel. Cela ne se reproduira plus. »« Très bien, » dit Théodore d'une voix neutre. Il regarda par la fenêtre les maisons modestes et les champs poussiéreux qui défilaient. C'était un monde bien éloigné des tours d'acier et de verre étincelantes de son domaine habituel. Et aussi, pour rappel, la réunion finale avec la famille Henderson est prévue demain à 9h. Leur équipe juridique a envoyé les documents finaux. C'est une clôture standard. Ils ont accepté nos conditions. Ils n'avaient pas le choix, murmura Théodore. La ferme Henderson était une vaste étendue, le dernier bastion contre le plan de son entreprise visant à construire un énorme centre de distribution. Il leur avait offert un prix qui était, selon tous, généreux. Mais il ne s'agissait pas de générosité. Il s'agissait d'acquisition. Il s'agissait de gagner. « En effet, monsieur, » dit Mark, « le vieux Henderson est sentimental, mais ses fils sont pragmatiques. Ils comprennent la valeur du progrès. » Progrès. Théodore fit tourner ce mot dans son esprit. Il s'était toujours vu comme un agent du progrès, un homme qui construit, qui crée des empires. Mais en regardant la lumière déclinante de l'après-midi, il se demanda à quoi ressemblait le progrès pour les gens qui vivent dans ces petites villes calmes. Avait-il l'air d'un centre de distribution? Ou avait-il l'air d'une petite fille offrant le porte-monnaie de son arrière-grand-père à un inconnu? Il termina l'appel sans un mot de plus et posa sa tête contre le cuir frais du siège. Il séjournait dans une maison contemporaine louée à l'extérieur du village. Une boîte de verre stérile, complète avec un personnel entier, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse de fantômes. C'était un lieu conçu pour un homme comme lui, un lieu d'isolement et de luxe discret. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se surprit à désirer autre chose. Il pensa à la petite Abélie, à ses yeux clairs et sans peur, et à sa mère, Sophie, avec son visage fatigué et sa dignité tranquille. Il avait également vu dans ses yeux une étincelle, un amour féroce et protecteur pour sa fille, aussi puissant qu'une armée. Sur un coup de tête, il se pencha en avant. « François, fais demi-tour. » François le regarda dans le rétroviseur, son expression impassible. « Monsieur, me ramener à cette épicerie? » François obéit, la grande voiture effectuant un virage silencieux et fluide. Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour devant l'épicerie.
La file avait disparu. L'adolescent et son ami n'étaient plus là. C'était juste un magasin ordinaire sur une rue ordinaire. Théodore sortit de la voiture, l'air frais du soir sur son visage. Il entra dans l'épicerie, la petite clochette au-dessus de la porte, tintant doucement. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda Brenda, sa voix légèrement tremblante. « Je crois que j'ai oublié quelque chose ici, » dit Théodore, son regard balayant le magasin. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Il savait juste qu'il n'était pas prêt à quitter cet endroit, ce sentiment, derrière lui. Et puis, il le vit, un petit lapin en peluche, un peu usé, posé par terre, près du présentoir à magazines. Il se souvenait d'Abélie, le serrant contre elle en attendant sa mère. Il s'avança et le ramassa. C'était une chose simple, probablement achetée pour quelques euros dans un magasin semblable à celui-ci, mais dans sa main, elle avait une importance particulière. Il se tourna vers Brenda. La femme et sa fille, qui étaient ici tout à l'heure, les connaissez-vous? Brenda hocha la tête. Sophie et Abélie, oui, elles habitent à quelques rues d'ici. Sophie, elle fait le ménage, surtout pour les riches du quartier. Elle s'arrêta, puis ajouta « C'est une bonne personne. Elle travaille dur. » Théodore regarda le lapin dans sa main. « Merci, dit-il. » Il paya une autre bouteille d'eau, cette fois avec un billet de $100 de son clip à billets, et dit à Brenda de garder la monnaie. Puis il sortit du magasin et remonta dans la voiture. « François, dit-il, la voix calme mais ferme, je veux que tu découvres où vivent Sophie et Abélie. » Le lendemain matin, Théodore était assis dans sa maison temporaire, le dossier Henderson ouvert sur la table devant lui. Les chiffres étaient clairs, les projections solides. L'accord était un chef-d'œuvre de stratégie d'entreprise, une manœuvre qui consoliderait son pouvoir et ajouterait 1 milliard de plus à sa fortune. Mais il ne pouvait pas se concentrer. Son esprit revenait sans cesse à l'épicerie, à la petite fille aux boucles blondes et au lapin en peluche. Il avait envoyé un membre de son équipe de sécurité à la maison que François avait localisée. L'homme revint avec un simple rapport. Une petite maison louée dans un quartier modeste, un endroit où une femme qui faisait le ménage pour vivre élevait sa fille. Marc rappela, sa voix tendue, contrôlée. « Monsieur, les Henderson sont là. Leur avocat est avec eux. Êtes-vous prêt? » Théodore regarda le dossier, les chiffres froids et précis représentant l'héritage d'une famille, une parcelle de terre qui était dans leur nom depuis des générations. Il pensa au vieux Henderson, sentimental, et à ses fils pragmatiques. « Dites-leur que j'arrive dans un instant, » dit-il. Mais au lieu de se lever, il ramassa le lapin en peluche sur la table. Il le retourna dans ses mains, sentant le tissu usé et la couture simple. Il pensa aux mots d'Abélie. « Ma mère dit qu'il faut toujours aider quelqu'un qui en a besoin. C'est ce que font les héros. » Et alors, il prit une décision. Une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts qu'il avait affinés au cours d'une vie de transactions impitoyables. Une décision qui ferait douter Marc de sa santé mentale. Une décision qui allait lui coûter des millions. Mais à ce moment-là, c'était la seule décision qui semblait juste. Il se leva, laissant le dossier Henderson sur la table, sortit de la maison, le lapin en peluche à la main, et monta dans la limousine qui l'attendait. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda François. « Emmène-moi à la maison de Sophie et d'Abélie, » dit Théodore. « Et ensuite, j'ai une nouvelle proposition à faire aux Henderson. » La ferme Henderson n'était pas qu'un terrain. C'était une histoire vivante d'une famille. Des générations étaient nées et mortes sur cette terre. Le vieux Henderson, un homme aux mains rugueuses comme l'écorce des arbres et aux yeux bleu pâle comme le ciel hivernal,
avait résisté aux offres de Théodore pendant des mois. Non pas parce que l'argent n'était pas suffisant, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer un monde où cette terre n'appartiendrait plus à sa famille. Ses fils, cependant, voyaient les choses différemment. Ils voyaient la ferme en difficulté, les dettes qui s'accumulaient, le travail sans fin pour des rendements décroissants. Ils considéraient l'offre de Théodore comme une bouée de sauvetage, une chance d'échapper à un héritage devenu un fardeau. Lorsque Théodore entra dans la salle de conférence, la tension était palpable. Les fils Henderson, Mark et David étaient assis d'un côté de la longue table en bois poli, leur visage mélange d'espoir et d'anxiété. Leur avocat, un homme élégant dans un costume légèrement trop petit, tripotait son stylo. Le vieux Henderson était assis à la tête de la table, le dos droit comme un i, l'expression sévère. Il regarda Théodore avec un mépris silencieux, le regard d'un homme qui avait déjà perdu tout ce qui comptait. Marc se tenait près de la fenêtre, posture rigide, jetant à Théodore un regard mêlant soulagement et désapprobation stricte. « Monsieur, dit-il, la voix basse, sifflante. Vous êtes en retard. » Théodore l'ignora. Il marcha jusqu'à la tête de la table et s'assit, posant délicatement le lapin en peluche sur le bois poli devant lui. Les fils Henderson le regardèrent, puis Théodore, leur confusion évidente. L'avocat racla sa gorge. « Théodore Aljan, nous avons les documents finaux ici. Si vous voulez juste signer… » Théodore leva la main, le faisant taire. Il fixa le vieux Henderson, le regard direct et inébranlable. « Monsieur Henderson, dit-il, la voix calme et claire. J'ai une nouvelle offre pour vous. » Marc, l'aîné, prit la parole. « Une nouvelle offre? Nous avons déjà accepté vos conditions. Vos fils ont accepté. » Théodore le corrigea doucement. « Vous n'avez pas accepté. » Il se pencha, les mains jointes sur la table. « Je retire ma proposition initiale. » Un silence stupéfait emplit la pièce. Le stylo de l'avocat tomba sur la table. Marc et David échangèrent des regards paniqués. L'expression du vieux Henderson ne changea pas, mais une étincelle, peut-être de surprise, traversa ses yeux. Marc fit un pas en avant, le visage pâle. « Monsieur, puis-je avoir un mot en privé? »« Ce ne sera pas nécessaire, Marc, » dit Théodore d'une voix ferme. Il tourna à nouveau son attention vers les Sanderson. « Ma nouvelle offre est la suivante. Je n'achèterai pas votre ferme. » David, le fils cadet, trouva sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un accord. Vous avez un document signé. » Théodore dit, « Je vous offre quelque chose de plus précieux. Je vous offre votre héritage. » Il exposa alors sa nouvelle proposition. Il investirait dans leur ferme. Il fournirait le capital pour moderniser leur équipement, améliorer leur irrigation, engager le personnel nécessaire pour rendre la ferme à nouveau rentable. Il les aiderait à mettre en place une entreprise de vente directe, vendant leurs produits biologiques aux restaurants haut de gamme de la ville. En essence, il deviendrait leur partenaire, non leur conquérant. En échange, il demanderait un petit pourcentage des bénéfices, juste assez pour que l'investissement soit viable. Mais plus encore, il souhaitait qu'une portion de leurs terres soit réservée à un fonds communautaire, un lieu où les enfants locaux pourraient venir apprendre l'agriculture, la nature et la valeur du travail de la terre. La pièce resta silencieuse pendant qu'il parlait. Les fils Henderson le regardaient comme s'il avait poussé une seconde tête. L'avocat resta bouche bée. Le vieux Henderson, cependant, le regardait avec une lumière nouvelle dans ses yeux. Le mépris avait disparu, remplacé par un respect prudent et hésitant. Lorsque Théodore eut terminé, le vieil homme parla, la voix rauque d'émotion. « Pourquoi, demanda-t-il, pourquoi feriez-vous cela? » Théodore baissa les yeux sur le lapin, en peluche posé sur la table.
Il pensa à une petite fille aux cheveux blonds et au porte-monnaie en cuir usé. Il pensa à un vétéran de guerre qui avait appris à sa famille à toujours veiller les uns sur les autres. Parce que, dit Théodore, à peine un souffle, on m'a rappelé la valeur des choses qui ne peuvent être achetées ni vendues. L'accord ne se conclut pas avec une pluie de signatures, mais par une simple et ferme poignée de main entre Théodore Haljan et le vieux Henderson. Les fils, après un instant de silence stupéfait, commencèrent lentement à sourire. L'avocat, toujours abasourdi, se mit à remuer ses papiers, son monde soigneusement construit bouleversé. Lorsque Théodore quitta la salle, Marc marcha à côté de lui, le visage figé dans l'incrédulité. « Monsieur, je dois vous conseiller, c'est peu orthodoxe. Vous laissez des millions sur la table. Moi, je gagne quelque chose de bien plus précieux, Marcus, dit Théodore. Il tendit ensuite le lapin en peluche à son chef de cabinet. Assurez-vous qu'il soit rendu à sa propriétaire. Elle s'appelle Abélie. Elle habite rue de l'Érable. Marcus prit le lapin comme s'il s'agissait d'une grenade vivante. Monsieur et Marcus, ajouta Théodore, un léger sourire effleurant ses lèvres pour la première fois de la journée. Annulez mon vol. Je crois que je vais rester en ville un moment. Il sortit sous le soleil éclatant du matin, ressentant une légèreté dans sa poitrine qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il était venu dans ce petit village pour conquérir, acquérir, gagner. Mais au final, il s'était rendu. Et dans cette reddition, il avait trouvé quelque chose qu'il ne connaissait même pas. Il cherchait une raison de construire non seulement un empire, mais un monde meilleur, une petite ferme oubliée à la fois. Mark Thorne se sentait complètement ridicule. Lui qui avait négocié des affaires de plusieurs millions et navigué dans les eaux traîtresses de la finance internationale, se tenait sur le perron d'une petite maison légèrement délabrée, tenant un lapin en peluche à un œil. La maison avait besoin d'une nouvelle couche de peinture. Un vélo à pneus crevés gisait sur le côté de la pelouse parsemée. À l'estimation de Marcus, c'était un portrait de médiocrité profonde. Il lissa sa cravate et frappa à la porte. Elle s'ouvrit un instant plus tard, laissant apparaître Sophie, la mère d'Abélie. Elle portait un jean et un t-shirt simple, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient vifs, intelligents et méfiants. Elle regarda le costume impeccable de Marcus, puis la limousine garée au bord de la route. Un panthère noir silencieuse dans la rue tranquille du quartier. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa main reposant sur l'encadrement de la porte, sans vraiment l'inviter à entrer. « Madame Sophie » commença Marcus, sa voix adoptant le ton doux et conciliant qu'il utilisait avec les clients difficiles. « Je m'appelle Mark Thorne. Je travaille pour le chic Théodore Haljan. » L'expression de Sophie se durcit. Une lueur de peur, ou peut-être de colère, traversa son visage. « Nous ne voulons aucun problème. Ma fille essayait juste d'être gentille. »« Non, non, bien sûr, » dit rapidement Marcus, levant le lapin en peluche comme une offrande de paix. « Il n'y a aucun problème. » Au contraire, Théodore Haljan a été très touché par le geste de votre fille. Il croit qu'elle a pu laisser ceci à l'épicerie hier. Sophie fixa le lapin, ses yeux se radoucissant. « Bonne, » murmura-t-elle. Abélie était très triste. « Merci. » Elle tendit la main et prit le jouet, ses doigts effleurant ceux de Marcus. Sa main était calleuse, la main d'une femme qui travaillait. « C'est un plaisir, » dit Marcus, ressentant un mélange inhabituel de quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Pitié, respect. Tout cela était très déroutant. Le chic voulait aussi que je vous donne ceci. Il sortit une épaisse enveloppe de sa poche intérieure. Il comprend que la vie d'une mère célibataire peut être difficile. Il espère que cela vous sera utile. Sophie regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent.
Je ne peux pas accepter cela. Je vous assure que c'est donné avec le plus grand respect, insista Marcus. Il n'y a aucune condition. Les gens comme lui ont toujours des conditions, dit Sophie, la voix basse et ferme. Dites à votre patron que nous n'avons pas besoin de sa charité. Nous prenons soin des nôtres. Elle serra le lapin en peluche contre elle, comme un bouclier. Avant que Marcus puisse formuler une réponse, la porte s'ouvrit un peu plus, et Abélie jeta un œil depuis derrière les jambes de sa mère. « C'est l'homme du magasin ?» demanda-t-elle, sa voix vive et curieuse. Sophie posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Retourne à l'intérieur, Abby. » Mais Abby l'ignora. Elle regarda Marcus, ses yeux bleus grands ouverts. « Lui avez-vous dit merci d'avoir acheté les affaires de tout le monde ?» Marcus fut pris de court. Il s'était préparé à la suspicion, à la cupidité, voire aux larmes. Il n'était pas préparé à la gratitude simple et pure d'un enfant. « Il sait que vous êtes reconnaissante, » balbutia-t-il. « Bien, » dit Abby, hochant gravement la tête. « Maman dit qu'il faut toujours dire merci. C'est ce que font les héros. » Ah, elle disparut ensuite dans la maison, laissant Marcus sur le perron, l'épaisse enveloppe toujours dans sa main, se sentant plus démuni que jamais dans une salle de réunion. L'expression de Sophie était un mélange complexe de fierté et d'exaspération. Elle regarda Marcus, puis l'enveloppe. « S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix plus douce. « Nous ne pouvons pas maintenant, mais vous pouvez le remercier, pour nous, pour le lapin. » Et sur ce, elle referma la porte, laissant Marcus seul sur le perron avec la charité rejetée et l'odeur persistante de produits de nettoyage au citron. En retournant à la limousine, il ressentit une admiration réticente pour cette femme. Elle avait une colonne vertébrale d'acier et une fille qui croyait aux héros. Peut-être, pensa-t-il avec un sourire discret, ce petit village n'est pas si médiocre après tout. Pendant ce temps, Théodore découvrait un monde qu'il n'avait jamais vu que depuis la fenêtre d'un jet privé. Il passa les jours suivants à la ferme Henderson, non pas en conquérant, mais en élève. Il échangea ses costumes sur mesure contre un jean et une chemise de travail simple, ses chaussures italiennes polies contre une paire de bottes robustes. Il parcourut les champs avec le vieux Henderson, écoutant l'homme parler du sol, des saisons, de la danse délicate du soleil et de la pluie. Il apprit à réparer une clôture, à conduire un tracteur, à ressentir la satisfaction d'une journée de dur labeur sous un ciel vaste et ouvert. Les fils Henderson, Mark et David, l'observaient avec un mélange d'admiration et de suspicion. Ils ne comprenaient pas pourquoi un homme capable d'acheter le monde choisirait de passer son temps à réparer un tuyau d'irrigation cassé. Mais au fil des jours, ils virent l'intérêt sincère dans ses yeux, le respect avec lequel il écoutait leur père. Et leur méfiance commença lentement à fondre, remplacée par une amitié naissante. Un après-midi, alors que Théodore aidait le vieux Henderson à réparer le toit d'une grange, celui-ci fit une pause, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main abîmée. « Tu sais, » dit-il d'une voix basse et grondante, « je me suis trompé à ton sujet. » Théodore cessa de marteler et se tourna vers lui. « Comment cela? Je pensais que tu n'étais qu'un autre riche, venu ici pour prendre ce qu'il pouvait. Mais tu n'es pas comme ça. Tu es un bâtisseur. » Il désigna les champs, verts et luxuriants sous le soleil de l'après-midi. « Tu nous aides à reconstruire cet endroit, notre foyer. » Théodore regarda les collines ondulantes, les rangées soignées de cultures, la ferme nichée dans un bosquet de vieux chênes. Il pensa aux tours de verre et d'acier qu'il avait construites, aux monuments de sa propre ambition. Elles étaient impressionnantes, certes, mais froides et stériles. Cet endroit, lui, était vivant. Il avait un cœur, une âme. « Je crois, »
dit Théodore d'une voix basse, que c'est moi qui suis en train d'être reconstruit. Ce soir-là, assis sur le porche de la ferme, regardant le soleil disparaître sous l'horizon dans un éclat d'orange et de pourpre. Une voiture arriva par l'allée longue et poussiéreuse. C'était la voiture de Sophie, un vieux break légèrement abîmé. Elle descendit et Abélie suivit en courant, serrant bonne le lapin en peluche. Sophie se dirigea vers le porche, ses pas hésitants. Elle tenait un grand plat recouvert de papier aluminium. « Monsieur Henderson a dit que vous restiez pour le dîner, » dit-elle, un peu timide. « Je pensais contribuer. C'est juste un gratin. » Le vieux Henderson, qui était sorti sur le porche, lui sourit largement. « Sophie, ma chère, tu n'avais pas à faire ça. »« C'est le moins que je puisse faire, » dit-elle, son regard se tournant vers Théodore pour le remercier de tout. Abélie, cependant, n'avait aucune réserve. Elle courut sur les marches du porche et s'arrêta devant Théodore, ses yeux brillants. « Vous êtes l'homme assoiffé » dit-elle comme si c'était la découverte la plus merveilleuse du monde. Théodore sourit, un sourire sincère et naturel qui atteignit ses yeux. « Et toi, tu es l'héroïne avec le portefeuille, » répondit-il. Elle leva le lapin en peluche. « Merci d'avoir retrouvé Bonne. Il avait très peur. »« Je suis content qu'il soit sain et sauf maintenant, » dit Théodore d'une voix douce. Ils dînèrent sur le porche, alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel sombre. La nourriture était simple, copieuse et délicieuse. La conversation était facile, passant des histoires de la ferme aux aventures d'Abélie en CE2. Pour la première fois, Théodore vit Sophie se détendre. Il vit les lignes de souci autour de ses yeux s'adoucir, entendit la chaleur véritable de son rire. Il apprit que son arrière-grand-père, le vétéran de guerre, avait reçu une médaille de bravoure pour avoir tiré 3 de ses camarades d'un char en feu. Il était revenu de la guerre en héros, mais n'en avait jamais parlé. À la place, il avait consacré toute son énergie à sa famille, à sa communauté, leur enseignant les leçons simples et profondes de courage, de gentillesse et de vigilance les uns envers les autres. Ce portefeuille en cuir usé qu'Abélie portait était le sien, un lien tangible avec un héritage de héroïsme discret. Alors que la soirée s'achevait et que Sophie commençait à rassembler ses affaires, Théodore l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Je veux m'excuser, » dit-il, la voix basse. « Pour mon associé, Marcus. Il a été maladroit. Je n'avais pas l'intention de vous offenser avec mon offre d'argent. » Sophie le regarda, son expression indéchiffrable dans la lumière faible. « Vous ne m'avez pas offensé, » dit-elle. « Vous ne comprenez simplement pas. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons notre fierté. C'est tout ce que nous avons parfois. » « Je commence à comprendre cela, » dit Théodore. « Et je le respecte plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il leva les yeux vers le vaste ciel étoilé. « Dans mon monde, » dit-il pensivement, « la fierté concerne l'acquisition, le pouvoir. Ici, il semble que ce soit tout autre chose. Il s'agit de savoir qui vous êtes, » dit simplement Sophie, « et ce que vous représentez. » Elle monta dans sa voiture et Abélie lui fit signe depuis le siège passager. Il lui fit un signe de la main en retour, une étrange douleur au cœur. Il les regarda s'éloigner, les feux arrière rouges du vieux break disparaissant dans l'obscurité. Il resta là longtemps, écoutant le chant des grillons et le bruissement du vent dans les arbres. Il était venu dans ce village en roi, un homme qui croyait avoir tout. Mais alors qu'il se tenait sur le porche de la ferme Henderson, sous un ciel constellé d'1 million d'étoiles, il réalisa qu'il avait vécu dans un royaume très petit, très vide, et qu'une petite fille aux cheveux blonds et au portefeuille de héros venait de lui montrer le chemin vers un monde bien plus vaste et riche. La nouvelle du projet étrange de Théodore Algen se répandit rapidement.
Dans les salles de réunion de son empire mondial, elle fut accueillie avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Des murmures commencèrent à circuler. Le chic avait perdu la raison. Il était en train de craquer. Il se faisait manipuler par une bande de paysans simples d'esprit. Mark Thorne se retrouva dans la position enviable de devoir gérer les appels frénétiques des membres du conseil et des investisseurs. Il tenta de les rassurer, de présenter l'histoire comme une initiative philanthropique habile, un coup de relations publiques. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que ça. Il avait vu le regard de Théodore, sa détermination silencieuse, son sens du but. Le chic ne perdait pas la tête, il se retrouvait. Les vrais ennuis commencèrent lorsqu'un homme nommé Richard Steren s'empara de la situation. Sterling était un requin de la finance impitoyable, un homme qui voyait Théodore non pas comme un rival, mais comme une proie. Il avait tourné autour de l'entreprise de Théodore pendant des années, cherchant une faille, une ouverture. Et maintenant, il en avait trouvé une. Sterling commença à acheter discrètement des actions de l'entreprise via des sociétés écrans et des transactions parallèles. Il sema des histoires dans la presse financière, présentant Théodore comme un dirigeant excentrique et instable, gaspillant les ressources de l'entreprise dans un projet sentimental. Le récit était simple et efficace. Le roi avait abandonné son trône. Il était temps pour un nouveau souverain. Dans le petit village, Théodore était blissfully ignorant de la tempête qui se préparait. Ses journées étaient remplies des rythmes simples et satisfaisants de la ferme. Il avait aidé les Henderson à sécuriser un contrat avec une chaîne de magasins bio haut de gamme, et la première grande récolte était prévue dans quelques semaines. La ferme renaissait, et lui aussi. Il se sentait de plus en plus impliqué dans la vie du village. Il fit un don important à la bibliothèque locale, un lieu qu'Abélie adorait. Il sponsorisa l'équipe de baseball de la petite ligue. Il devint un habitué du café du village, où les serveuses connaissaient sa commande par cœur. Il n'était plus un spectacle, un étranger. Il devenait membre de la communauté. Son amitié avec Sophie et Abélie s'approfondit également. Ils dînaient souvent ensemble à la ferme Henderson, où il les rejoignait pour un pique-nique au parc. Il était captivé par la curiosité sans fin d'Abélie, par sa sagesse simple et profonde. Et il se sentait attiré par la force tranquille de Sophie, son indépendance farouche, sa boussole morale inébranlable. Un après-midi ensoleillé, il aidait Abélie à un projet scolaire sur la place du village. Il construisait un modèle du système solaire en boule de polystyrène et en fil de fer. Le Soleil est le plus grand, parce que c'est une étoile, expliqua Abélie avec le sérieux d'une astronome expérimentée. Et toutes les planètes doivent tourner autour, c'est la gravité. Théodore sourit. Exact, le Soleil est le centre, il maintient tout ensemble. Comme ma mère, dit Abélie, pragmatique. Et la Terre, elle est à ma gravité. Théodore regarda Sophie, assise sur un banc à proximité, en train de lire, un sourire doux sur le visage. Et à cet instant, il ressentit une attraction plus forte que n'importe quelle affaire commerciale, plus puissante que n'importe quelle acquisition. C'était un sentiment d'appartenance. Le moment fut brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. C'était Marcus, la voix tendue et urgente. « Théodore, nous avons un problème. Un gros. » Marcus expliqua rapidement la situation. La tentative de rachat hostile de Sterling, la chute des actions, la panique parmi les investisseurs, l'empire que Théodore avait passé sa vie à bâtir, était sur le point de s'effondrer. « Tu dois revenir, » dit Marcus, suppliant. « Tu dois te battre. Tu dois leur rappeler qui tu es. » Théodore regarda le système solaire en polystyrène dans ses mains. Il regarda Abélie, le visage préoccupé. Il regarda Sophie, qui le surveillait maintenant,
son livre oublié. Il avait un choix à faire. Il pouvait retourner dans son monde de verre et d'acier, sur le champ de bataille de la salle de réunion, et se battre pour reconquérir son trône. Ou il pouvait rester ici, dans ce petit village tranquille, dans ce monde de vérité simple et de liens profonds. Il pensa à ce que Sophie avait dit. La fierté, c'est savoir qui vous êtes et ce que vous représentez. Il savait qui il était. Il était un bâtisseur et il savait ce qu'il défendait. Il ne s'intéressait plus à construire des empires d'or. Il voulait construire un monde de gentillesse, de communauté, d'héroïsme discret. « Je ne reviens pas, Marcus », dit-il d'une voix ferme. Un silence stupéfait emplit l'autre côté de la ligne. « Tard, tu ne peux pas être sérieux. Tu vas juste le laisser tout prendre. »« Il peut prendre l'entreprise, » dit Théodore. « Il peut avoir les immeubles, les jets, l'argent. Ce ne sont que des choses. J'ai quelque chose de bien plus précieux ici. » Il raccrocha, le cœur battant, mais l'esprit clair. Il avait pris sa décision. Il avait lâché son royaume. Il s'approcha de Sophie, ses pas sûrs et assurés. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il, la voix basse et sérieuse. Elle leva les yeux vers lui, cherchant son regard. « Quoi donc ?»« Je ne suis plus milliardaire, » dit-il. Un sourire lent se dessina sur le visage de Sophie. « Tant mieux, » dit-elle, « tu n'as jamais été très doué pour ça. » Et à cet instant, entouré des rires des enfants et du soleil chaud de l'après-midi, Théodore Al-Jamil, l'homme qui avait perdu un empire, se sentit pour la première fois de sa vie comme l'homme le plus riche du monde. Il avait enfin trouvé sa gravité. Et c'était ici, dans ce petit village, avec cette femme remarquable et sa fille extraordinaire. La bataille pour son entreprise ne faisait que commencer, mais la bataille pour son âme était déjà gagnée. La nouvelle de l'abdication de Théodore secoua le monde financier comme un séisme. Pendant quelques jours, ce fut la seule histoire qui comptait. Les experts débattaient de sa santé mentale. Les rivaux célébraient sa chute. Et pendant un bref instant éblouissant, ce petit village modeste se retrouva sous les projecteurs internationaux. Des journalistes débarquèrent, leurs camions satellites alignés dans les rues tranquilles, leurs caméras pointées sur le café du village, l'épicerie, la ferme Henderson, partout où l'on pouvait apercevoir l'excentrique ex-milliardaire. Mais le village, dans sa manière silencieuse et obstinée, se resserra. Les habitants, qui avaient fini par voir Théodore, non comme un chic, mais comme un voisin, se contentèrent de réponses polies, mais fermes. Le vieux Henderson chassa un journaliste particulièrement insistant avec un râteau. Brenda, à l'épicerie, devint experte pour sourire sans expression. L'histoire, faute d'un angle nouveau, s'éteignit rapidement. Le monde, avec sa courte attention, passa à autre chose. Pour Théodore, la vie devint à la fois plus simple et infiniment plus complexe. Le bourdonnement constant de son téléphone avait disparu. Le flux incessant de rapports et d'analyses de marché s'était arrêté. Le poids d'un empire avait été levé de ses épaules, remplacé par un sentiment de liberté tranquille qu'il n'avait jamais connu. Mais il restait une incertitude tenace. Il s'était défini par sa richesse, son pouvoir, sa capacité à modeler le monde selon sa volonté. Qui était-il sans tout cela? Il quitta le manoir stérile pour s'installer dans un petit cottage loué à la périphérie du village, un endroit avec un robinet qui fuyait et un jardin envahi par les mauvaises herbes. Il utilisa ses derniers fonds personnels pour régler ses affaires, un processus à la fois humiliant et libérateur. Il ne possédait plus rien que ses vêtements, quelques livres et la paire de bottes de travail qu'il avait achetées à la quincaillerie locale. Sophie et Abélie étaient ses ancrages dans cette nouvelle réalité étrange. Elles l'aidèrent à peindre le cottage, leur rire résonnant dans les pièces vides.
Abélie, avec un sérieux qui démentait son âge, lui montra comment planter un potager, lui expliquant comment faire pousser la vie dans le sol. Sophie, avec sa présence calme et constante, lui enseigna la valeur d'un repas partagé, d'une conversation simple, d'une vie construite non sur des gestes grandioses, mais sur de petits actes de gentillesse au quotidien. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, regardant les lucioles commencer leur ballet nocturne, Théodore lui confessa ses craintes. « Je me sens perdu », dit-il d'une voix basse. « J'ai passé toute ma vie à construire des choses. Maintenant, je ne sais plus quoi construire. » Sophie le regarda, ses yeux clairs et directs dans la lumière déclinante. « Peut-être, dit-elle doucement, il ne s'agit plus de construire des choses. Peut-être qu'il s'agit plutôt de les entretenir. » Elle désigna le petit jardin, les rangées soignées de tomates et de concombres. « Tu n'as pas construit ce jardin. Ce sont les graines qui l'ont fait. Tu leur as juste donné un endroit pour pousser. » Ces mots s'ancrèrent dans son cœur. Une vérité simple qui résonnait plus profondément que n'importe quelle philosophie d'entreprise. Il n'était plus un roi. Il était un jardinier. Et il comprit que c'était un appel bien plus noble. Mais le monde qu'il avait quitté n'avait pas encore fini avec lui. Une semaine plus tard, une longue voiture noire, encore plus ostentatoire que celle que Théodore avait utilisée auparavant, entra dans le village. Elle s'arrêta sur la place, et un homme en costume gris requin, parfaitement taillé, en sortit. Il était grand, les cheveux argentés plaqués en arrière, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et calculateurs. C'était Richard Sterling. Il n'était pas venu seul. Avec lui, une équipe d'avocats et de développeurs. Leurs visages durs, leurs mallettes pleines de contrats et de plans. Sterling n'avait pas seulement pris le contrôle de l'entreprise de Théodore. Il avait absorbé ses actifs, son pouvoir, son ambition, et il était venu finir ce que Théodore avait commencé. Il convoqua une réunion publique. La vieille salle communautaire était bondée. Sterling se tenait au podium, image de charme poli et prédateur. Il parla de progrès, d'emploi, d'un avenir radieux pour le village. Il dévoila un grand rendu artistique brillant de sa vision. La ferme Henderson pavée, remplacée par un immense hub logistique sans âme. Exactement comme Théodore l'avait prévu. Théodore Al-Jamil avait la bonne idée, dit Sterling, sa voix dégoulinant de magnanimité condescendante. Il lui manquait juste la volonté de la réaliser. Il devint sentimental. Moi, en revanche, je suis un homme d'affaires. Je comprends que le progrès nécessite des sacrifices. Un murmure bas parcourut la foule. Le vieux Henderson se leva, la voix tremblante d'un mélange de colère et de vieillesse. « Ce n'est pas du progrès, Monsieur Sterling. C'est de la destruction. C'est notre maison que vous voulez paver. » Le sourire de Sterling se fit plus aigu. « C'est ma propriété maintenant, Monsieur Henderson. J'ai acheté la banque qui détient votre hypothèque. Une hypothèque, je précise, largement en retard. Le partenariat que vous aviez avec Théodore Aljan est nul et non avenu. La ferme, la terre, tout m'appartient. » La couleur quitta le visage de Henderson. La pièce éclata en cris de colère, mais Sterling resta impassible. Il leva la main, faisant taire la foule. « Je suis cependant un homme raisonnable, » dit-il, ses yeux parcourant la salle jusqu'à croiser ceux de Théodore, debout au fond, le visage impassible. « Je suis prêt à offrir un marché au village, un programme d'avantages communautaires, de nouvelles routes, une nouvelle école. Tout ce que je demande en retour, c'est votre coopération. Pas de protestation, pas de recours juridique, une transition fluide et ordonnée. » Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner. « Ou vous pouvez vous battre contre moi, et je vous assure que vous perdrez et n'obtiendrez rien. »
Il regarda directement Théodore, un sourire triomphant sur le visage. « C'est votre choix. Le chemin du sentiment ou le chemin du profit? Votre ancien ami a choisi le sentiment. Voyez où cela l'a mené. » La réunion se termina dans le désordre. Le village était divisé. Certains, séduits par les promesses de Sterling, voyant le hub logistique comme un mal nécessaire, une chance d'emploi dans un village qui en avait désespérément besoin. D'autres, menés par les Henderson, y voyaient une trahison, une profanation de leur mode de vie. Théodore se retrouva au centre de la tempête. Il avait involontairement introduit ce serpent dans leur jardin. Il ressentait un poids écrasant de responsabilité. Il avait perdu sa fortune, son entreprise, son pouvoir. Que pouvait-il faire maintenant? Cette nuit-là, il s'assit sur son porche, regardant dans l'obscurité, les voix en colère et effrayé de la réunion municipale résonnant dans sa tête. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Sophie le trouva là, une tasse de thé à la main. Elle s'assit à côté de lui, le silence entre eux confortable et familier. « C'est ma faute, » dit-il d'une voix basse. « Je leur ai amené cela. »« Tu leur as apporté de l'espoir, » le corrigea doucement Sophie. « Tu leur as montré une autre voie, ce n'est pas de ta faute. »« Mais je ne peux pas me battre contre lui, » dit Théodore, une note de désespoir dans la voix. « Je n'ai rien. »« Il est tout, » dit Sophie en lui prenant la main. Son toucher était chaud, ferme. « Tu as tort, il a de l'argent, il a du pouvoir, mais toi, tu as quelque chose qu'il n'aura jamais. »« Quoi donc ?» demanda-t-il, la regardant, sa force tranquille dans les yeux. « Tu nous as nous, » dit-elle. « Tu as ce village et tu as la vérité de ton côté. » Elle serra sa main. « Ce n'est pas rien, Tic, c'est tout. » Ces mots étaient comme une étincelle dans l'obscurité. Il regarda ses mains, plus les mains douces et manucurées d'un milliardaire, mais les mains calleuses et capables d'un homme qui travaillait la terre. Il pensa aux Henderson, à leur amour féroce pour leur ferme. Il pensa à Brenda à l'épicerie, aux gens du café, à tout le village. Une tapisserie de personnes ordinaires, au cœur extraordinaire. Et il pensa à Abélie, à sa croyance simple et inébranlable dans les héros. Un feu lent et déterminé commença à brûler dans sa poitrine. Sterling avait raison. C'était une bataille entre deux mondes, deux ensembles de valeurs. Le monde du sentiment contre le monde du profit. Et Théodore savait avec certitude, profondément ancré dans ses os, de quel côté il se trouvait. Il se redressa, le dos droit, les yeux clairs. « Il veut un combat, » dit-il, la voix basse et posée. « Alors, nous lui en donnerons un. » Il n'était plus un roi. Il n'était plus milliardaire. Il était juste un homme debout avec ses voisins, prêt à défendre son foyer. Et à cet instant, il était plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. La guerre pour l'âme du village avait commencé. Le premier coup ne fut pas tiré avec une arme, mais avec une pile de documents juridiques. Les avocats de Sterling déposèrent une motion pour expulser les Henderson, invoquant l'hypothèque impayée. Une date fut fixée. Ils avaient 30 jours. Le village semblait retenir son souffle. La colère et la défiance initiale commencèrent à se transformer en peur et en résignation. Comment pouvaient-ils affronter un homme comme Sterling? Il était un géant, et eux étaient petits. Mais Théodore avait un plan. Il avait passé sa vie à naviguer dans le monde complexe de la finance et du droit. Il savait que les géants, malgré toute leur force, ont souvent des chevilles fragiles. Il convoqua une réunion, non pas dans la salle communautaire, mais dans la grange des Henderson. L'air était épais, chargé de l'odeur de foin et de vieux bois. Il se tint devant la foule rassemblée, paysans, commerçants, enseignants, le cœur et l'âme du village,
et exposa sa stratégie. « Nous ne pouvons pas le combattre selon ces conditions, » dit Théodore, sa voix résonnant dans l'espace vaste de la grange. « Nous ne pouvons pas le surpasser financièrement, mais nous pouvons être plus malins et nous pouvons durer plus longtemps. » Son plan était double. D'abord, la bataille juridique. Il avait passé des jours à la bibliothèque du village, celle qu'il avait contribué à financer, parcourant d'anciens plans et registres de propriété, et il avait trouvé quelque chose. Une clause oubliée dans la charte originale du village. Une disposition protégeant les terres agricoles contre le développement industriel. C'était un pari audacieux, une faille juridique que les avocats coûteux de Sterling avaient négligée dans leur empressement. Cela ne l'arrêterait pas pour toujours, mais cela leur donnerait du temps. La deuxième partie du plan était une bataille pour l'opinion publique. Sterling voulait les peindre comme des fous sentimentaux se dressant contre le progrès. Théodore déclara « Nous devons montrer au monde qui nous sommes réellement. Nous devons raconter notre histoire. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils lancèrent une campagne, non pas avec des publicités coûteuses, mais avec quelque chose de bien plus puissant, leur propre voix. Une jeune enseignante créa un blog postant chaque jour des histoires sur la ferme, sur le village, sur les vies qui seraient détruites par le projet de Sterling. Un photographe local, qui prenait habituellement des photos de mariage et de portraits d'école, commença à documenter la beauté du paysage que Sterling voulait paver. Ces photos, sobres et magnifiques, commencèrent à circuler en ligne. Sophie, dont la manière de s'exprimer était à la fois calme et éloquente, écrivit une lettre à l'éditeur du journal départemental. Elle n'écrivit pas sur des failles juridiques ou l'impact économique. Elle écrivit sur sa fille, sur les leçons de son arrière-grand-père, sur une communauté qui croyait à l'entraide. Elle écrivit sur un autre type de progrès, mesuré non pas en dollars, mais en décence humaine. L'histoire commença à prendre de l'ampleur. C'était un récit classique de David contre Goliath, et les gens y furent sensibles. De petites donations commencèrent à affluer, suffisamment pour engager un jeune avocat scrupuleux et idéaliste prêt à prendre leur cause. Des équipes de journalistes bénévoles, les mêmes qui avaient jadis considéré le village comme une curiosité passagère, commencèrent à revenir, cette fois avec un récit différent. Ils ne couvraient plus la chute d'un milliardaire. Ils couvraient l'ascension d'une communauté. Sterling, isolé dans son siège social, était furieux. Il voyait la résistance croissante non pas comme un mouvement réel, mais comme une insulte personnelle, un dernier acte de défi de la part de l'homme qui l'avait destitué. Il redoubla d'efforts, déposant de nouvelles poursuites, envoyant ses avocats harceler et intimider les habitants du village. La pression était immense. Les gens avaient peur. Le délai de 30 jours pour l'expulsion pendait comme une guillotine. Mais quelque chose avait changé. La peur était toujours là, mais elle était désormais mêlée à autre chose. Un espoir obstiné et résilient. Ils n'étaient plus une collection d'individus. Ils étaient une armée de jardiniers, de commerçants, d'enseignants. Une armée menée par un ex-milliardaire, n'ayant plus rien à son nom, mais animée d'une détermination farouche et soutenue par une communauté qui le protégeait. Le jour de l'audience d'expulsion arriva. Le petit tribunal du village était bondé. Théodore se tenait aux côtés des Henderson, leur jeune avocate à leur côté, une montagne de papier étalée sur la table devant eux. De l'autre côté de l'allée se trouvait l'équipe juridique de Sterling, une flopée de costumes coûteux et de mines arrogantes. Sterling lui-même était assis au premier rang, figure imposante et silencieuse. Il regardait Théodore, un regard de mépris froid et assuré dans les yeux. Il croyait déjà avoir gagné. Il avait l'argent, le pouvoir, la loi de son côté. Mais Théodore soutint son regard sans ciller. Il avait quelque chose que Sterling n'avait pas. Il avait une histoire à raconter,
Une histoire d'un village, d'une ferme, d'une petite fille qui croyait aux héros, et il était prêt à la raconter. Le juge entra dans la salle, et un silence s'abattit sur l'audience. La bataille pour l'âme du village était sur le point d'atteindre son paroxysme. L'avocat de Sterling, un homme dont le nom était aussi tranchant et coûteux que son costume, exposa leur dossier avec une efficacité brutale. Les faits étaient des simples, argumenta-t-il. Un prêt avait été accordé. Le prêt était en défaut. La propriété, par conséquent, était confisquée. C'était du business, net et sans complications. Il présenta des documents, signés et scellés, parlant un langage de chiffres et d'obligations, un langage qui ne laissait aucune place aux sentiments. Lorsque ce fut leur tour, la jeune avocate du village, une femme nommée Sarah, se leva. Son costume n'était pas aussi impeccable, sa voix pas aussi entraînée, mais ses yeux brûlaient d'une conviction que l'avocat de Sterling n'avait pas. Elle ne contestait pas l'hypothèque. Au lieu de cela, elle parla d'histoire. Elle présenta la charte du village, ses pages jaunies par le temps, et indiqua la clause, une promesse presque oubliée faite par les fondateurs du village pour préserver l'intégrité des terres pour les générations futures. Cette affaire ne concerne pas un prêt, votre honneur, argumenta Sarah, sa voix claire et assurée. Il s'agit d'un héritage. Il s'agit de savoir si un contrat signé le mois dernier peut effacer une clause datant de 200 ans. Il s'agit de déterminer si la valeur se limite à ce qui peut s'acheter et se vendre. L'avocat de Sterling ricana, la qualifiant de fantasme romantique désespéré. Mais le juge, un homme plus âgé, au visage fatigué mais réfléchi, se pencha en avant, son intérêt éveillé. Il autorisa Sarah à poursuivre. Le tournant survint lorsque Théodore fut appelé à la barre. L'avocat de Sterling fut impitoyable. Il peignit Théodore comme un échec, un titan tombé qui avait perdu son courage et menait désormais un groupe d'habitants simples dans une croisade féodale. « Monsieur Aljan, dit l'avocat avec un ricanement, vous avez bâti un empire valant des milliards. Vous étiez un roi de l'industrie et vous avez tout abandonné. Pourquoi? Pour un bout de terre? Pour le fantasme d'une enfant sur les héros? » Théodore soutint son regard, l'expression calme. « Je n'ai rien abandonné, dit-il, sa voix calme, mais résonnante. J'ai simplement échangé une monnaie contre une autre. » Lorsque Sarah commença son interrogatoire, elle ne posa pas de questions sur les affaires. Elle lui demanda de raconter au tribunal ce qui s'était passé à l'épicerie, et Théodore leur raconta. Il parla des cartes refusées, de l'humiliation, de la petite fille aux cheveux blonds qui lui avait offert tout ce qu'elle possédait. À ce moment-là, dit-il, balayant la salle du regard et s'arrêtant un instant sur Abby, assise entre sa mère et le vieux Henderson. J'ai réalisé que moi, un homme qui pouvait tout acheter, j'étais en faillite dans ce qui compte vraiment. Cette petite fille, avec le portefeuille de son arrière-grand-père et sa simple croyance en la bonté, était plus riche que je n'aurais jamais pu l'espérer. Il parla de la ferme, non comme d'un actif, mais comme d'un être vivant, un lieu d'histoire et d'espoir. Il parla du village, non comme d'une démographie, mais comme d'une famille. Il ne parlait plus en tant que chic ou PDG. Il parlait en tant que voisin. Le juge écoutait, son expression impénétrable. Lorsque les plaidoiries furent terminées, un profond silence s'abattit sur la salle. Le juge regarda la pile de documents des avocats de Sterling, puis la charte fragile et jaunie présentée par Sarah. Ce tribunal reconnaît la validité juridique de la réclamation de M. Sterling concernant l'hypothèque, dit-il, sa voix lente et délibérée. La dette est réelle. Cependant, il fit une pause, son regard se posant sur les habitants du village, sur leurs visages anxieux et tournés vers lui. Ce tribunal reconnaît également que la loi n'est pas simplement un ensemble de règles, mais un reflet des valeurs d'une communauté.
La clause de la charte du village, bien qu'ancienne, exprime une valeur fondamentale de cette communauté, la préservation de son patrimoine. Il déclara qu'il émettait une injonction temporaire, suspendant l'expulsion, et renvoya l'affaire au comité de préservation historique de l'État, ordonnant un examen complet de la validité juridique de la clause. Le processus prendrait des mois, peut-être même des années. Ce n'était pas une victoire finale, mais un répit. C'était une bouée de sauvetage. Un souffle collectif de soulagement parcourut le côté de la salle appartenant aux habitants. Les Fields Anderson étreignirent leur père, les larmes coulant sur leurs joues. Sophie serra la main de Théodore, ses propres yeux brillants. Le visage de Sterling était un ciel d'orage. Il se leva brusquement, la mâchoire crispée par la fureur. Sa victoire rapide et nette lui avait été refusée. Il avait été retardé, défié, obligé de reconnaître un pouvoir qui ne pouvait pas se mesurer sur un bilan. Il lança à Théodore un regard empli de pur venin, puis se retourna et quitta précipitamment la salle, ses avocats à sa suite comme des poissons pilotes. Les habitants du village se répandirent sur les marches du tribunal, leurs conversations et rires remplissant l'air de l'après-midi. Ils avaient affronté le géant et il ne les avait pas écrasés. Pour la première fois, ils crurent vraiment pouvoir gagner. Théodore resta à l'écart de la célébration, observant la joie, ressentant un profond sentiment de paix. Il avait perdu un empire, mais il avait contribué à sauver un foyer. Alors que Sterling s'apprêtait à monter dans sa limousine, une petite silhouette bloqua son chemin. C'était Abby. Elle ne dit rien, son petit visage sérieux, ses yeux bleus inébranlables. Elle tendit simplement le portefeuille en cuir marron usé. Sterling la fixa. « Que veux-tu, enfant? Écarte-toi. »« Je pense que vous en avez besoin, » dit Abby, sa voix claire et petite dans le silence soudain. « Mon arrière-grand-père était un héros. Il dit, il faut être courageux pour être gentil, surtout avec ceux qui ont oublié comment. » Sterling regarda le portefeuille comme s'il s'agissait d'un scorpion. C'était la source de tout. Cet objet sentimental ridicule. Cette relique d'un monde qu'il avait depuis longtemps considéré comme faible et insignifiant. Il regarda alternativement le portefeuille et le visage de la petite fille, un visage dépourvu de peur ou de ruse. Elle ne se moquait pas de lui. Elle lui offrait son aide. Pour la première fois de sa vie, Richard Sterling resta complètement sans voix. C'était un homme qui commandait les salles de conseil, qui brisait des entreprises, qui pliait le monde à sa volonté. Mais il n'avait aucune défense contre cela. Aucune stratégie contre un ennemi qui le confrontait, non pas avec colère, mais avec compassion. Il ne prit pas le portefeuille. Il resta simplement là un long moment, une expression étrange et indéchiffrable sur le visage. Puis, sans un mot, il se retourna, monta dans sa limousine et partit. Le lendemain matin, Sarah reçut un appel. Sterling retirait toutes les actions en justice. Il vendait l'hypothèque à nouveau à la famille Anderson pour la somme symbolique de 1 euro. Aucune explication n'était donnée. Il se rendait simplement. Le village fut d'abord sous le choc, puis en liesse. Une fête de victoire fut organisée à la ferme Anderson, célébration qui dura jusque tard dans la nuit. Ils avaient vent gagné. Le géant s'était retiré. Au milieu des célébrations, Théodore trouva un moment de calme sur le porche avec Sophie et Abby. Abby dormait sur les genoux de sa mère, la main toujours serrée sur l'ancien portefeuille en cuir. « Il a juste abandonné, » dit Théodore, encore en train d'essayer de comprendre. « Pourquoi ?» Sophie regarda sa fille endormie. « Parce qu'on ne peut pas vaincre une idée, Tariq. Et Abby, c'est une idée très puissante. » Elle sourit, un sourire doux et chaleureux qui fit battre le cœur de Tar d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Elle lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu,
peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais eu. 6 mois plus tard, la ferme des Henderson avait été transformée. Du nouvel équipement, financé par un consortium d'investisseurs éthiques que Tarr avait mis en relation avec eux, brillait dans les champs. La première récolte avait battu tous les records. Les plans pour le fonds communautaire avaient été établis. Un coin de la ferme était réservé à un lieu où les enfants pouvaient venir apprendre, grandir et se salir les mains. Le village ne survivait pas seulement, il prospérait. Tarr avait trouvé sa raison d'être. Il ne construisait plus un empire. Il cultivait un jardin. Il était devenu partenaire de la ferme. Son sens des affaires servait désormais à créer une croissance durable, et non à des acquisitions impitoyables. Lui et Sophie bâtissaient une vie ensemble. Leur amour, discret et constant, avait grandi à travers des batailles partagées et de simples vérités. Un jour, un petit colis discret arriva pour lui dans le courrier. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, niché dans une boîte simple, se trouvait un certificat d'action, une seule part dans une société nouvellement créée appelée Legacy Farms, une entreprise dédiée à soutenir de petites fermes familiales à travers le pays. Il n'y avait pas de note, mais Tarr comprit qu'il s'agissait d'un message venant du monde qu'il avait quitté. Une reconnaissance silencieuse d'un homme vaincu non par le pouvoir, mais par une petite fille avec le portefeuille d'un héros. C'était le signe que, peut-être, la graine de bonté qu'Abby avait plantée avait trouvé un terrain fertile, là où on s'y attendait le moins. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les collines ondulantes, Tarr était assis sur le porche de la ferme, avec Sophie et Abby. Abby lui montrait un dessin qu'elle avait fait. Une image de la ferme avec un fils souriant, un homme, une femme et une petite fille se tenant par la main au premier plan. « C'est nous, » dit-elle en pointant avec un crayon. « C'est notre maison. » Tarr la serra dans ses bras, le parfum de l'herbe estivale et de l'enfance emplissant ses sangs. Il regarda Sophie par-dessus la tête blonde d'Abby, ses yeux reflétant les couleurs chaudes du soleil couchant. Il était arrivé dans ce village, un homme assoiffé, un roi sans royaume. Et ici, au cœur de ce petit endroit oublié, il avait trouvé tout ce qu'il avait toujours cherché. Il avait trouvé sa gravité, il avait trouvé sa richesse, il avait trouvé sa maison. Et c'est ici que nous terminerons l'histoire pour l'instant. Chaque fois que je partage ce genre d'histoire, j'espère qu'elle vous donnera l'occasion de vous échapper un peu du quotidien et de rêver. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être que vous vous détendiez après le travail, lors d'une promenade nocturne ou simplement en vous relaxant. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez vous assurer que nos chemins se croisent à nouveau, cliquer sur « J'aime » et vous abonner fait une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos histoires, alors n'hésitez pas à laisser vos retours dans la section commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.